Bonsoir, bonsoir. Merci d'être venus aussi nombreux à cette rencontre. Donc on est très heureux de présenter Cinespania et la Cinémathèque de Toulouse dans le cadre de ce cycle thématique qui s'appelle Spanish Noir. Donc évidemment on est très honorés et très contents de recevoir aujourd'hui Rodrigo Sorogoyen. Alors je serai aussi accompagné donc, par Franck Lubet, que je ne présente plus, programmateur à la Cinémathèque, mais également par Jérôme Ferret, qui est sociologue et maître de conférence à l'université Toulouse-Capitole, qui est un spécialiste de l'Espagne contemporaine et qui est l'auteur d'un très bon papier sur Rodrigo Sorogoyen, qui sera disponible sur notre site internet. Enfin, c'est sur abonnement, c'est un peu compliqué. Vous pouvez aussi écrire au festival et on transmettra à Jérôme, qui, je crois, envoie volontiers son article. Oui, c'est une interview aussi, effectivement. Avant de commencer vraiment à discuter avec Rodrigo et lui poser des questions, je vais juste le présenter un peu rapidement. Je pense que la plupart d'entre vous, vous savez qui il est, mais bon, peut-être... Petite piqûre de rappel. Donc Rodrigo est un jeune cinéaste espagnol, encore, on peut dire, une petite quarantaine. Il est l'auteur de 5 longs métrages pour le cinéma et d'une série qui s'appelle Antidisturbios. Il est issu d'une famille de gens du cinéma. Il a étudié l'histoire, puis ensuite l'écriture de scénario à l'ECAM, à l'école de cinéma de Madrid, si je ne me trompe pas. À la fin des années 2000, début des années 2010, il s'est un peu fait la main dans des séries de télévision, comme réalisateur et scénariste, avant de réaliser son premier film en 2012, qui s'appelle Stockholm, qu'on a eu le plaisir de programmer à l'époque à Cinespania. Même si tu n'étais pas venu, le film était montré. À partir de là, il a enchaîné Que Dios nos perdone, que vous avez peut-être vu tout à l'heure, El Reino en 2018, Madre, Antidisturbios, donc la série, et Asbestas, donc, qui est sorti au mois de juillet, avec le succès que l'on sait, parce que Rodrigo nous disait qu'on en était à 300 000 entrées pour le film, ce qui est assez important. Voilà. Alors Rodrigo est connu un peu comme le nouveau pape du polar espagnol ou du néo-noir, le nouveau film noir espagnol. Aux côtés d'autres cinéastes, peut-être que d'ailleurs on y reviendra, et il est devenu un peu un maître du genre en développant, alors avec Isabel Peña aussi, qui est un scénariste sur quasiment tous tes films, je pense, un style à la fois tendu, frénétique, toujours très maîtrisé et stimulant. Donc c'est un cinéma de genre, effectivement, mais vous allez voir, et on va pas mal l'aborder aussi, un cinéma de genre qui est complètement enraciné dans la réalité contemporaine de l'Espagne, et même dans ses aspects les plus polémiques, parfois on peut dire ça, je pense. Donc voilà, aujourd'hui, Rodrigo est un des rares cinéastes espagnols à s'être fait une réputation en France, aux côtés de Almodovar ou de Sarbolain, d'Albert Serra ou de Jonas Trueba, d'ailleurs, que je salue, il est dans la salle, je crois. Oui, tu l'as vu. Et je crois que ça lui fait plaisir à Rodrigo, parce qu'il est assez francophile aussi, et il parle très bien français, comme vous allez pouvoir voir. Donc merci beaucoup. On va revenir sur tous ces thèmes avec toi, sur tout ce qui fait ton cinéma, et merci beaucoup d'être aussi nombreux. Je passe peut-être la parole à Jérôme pour commencer. On vous passera aussi le micro un peu plus tard. Merci. Merci Loïc, bonsoir à tous. Déjà, je suis très heureux de me retrouver. C'est un peu bizarre de se retrouver avec Rodrigo, mais très heureux qu'il ait accepté cette invitation ce soir. Et pour discuter, donc, on va faire une première partie en discutant plus des thèmes sociaux et politiques qui sont très très présents dans tes films. Déjà, je vois qu'au vu de l'affluence et du nombre public, il y a déjà un premier résultat. Il y a un effet Sorogoyen, il y a un phénomène Sorogoyen, donc j'en suis très heureux pour toi. Et donc par rapport à ce que disait Loïc, tu as donc tu es né dans une génération particulière. Tu es né dans les années 80, donc tu as vécu une Espagne post-transition. On en avait beaucoup discuté. Et donc, moi, ce qui m'avait frappé, ce qui me frappe dans ton œuvre, déjà, c'est un matériau d'analyse de l'Espagne contemporaine qui est absolument incroyable, déjà, que moi j'utilise d'ailleurs dans des cours de sociologie, donc déjà, c'est un résultat extrêmement important. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir que tu es né dans cette génération-là, et que peut-être ton cinéma, au départ, il vient notamment Stockholm, tout ce qui va venir par la suite, d'une forme d'indignation par rapport à une génération à laquelle tu appartiens. Est-ce que je me trompe ou est-ce que j'en fais trop quand je dis ça? Bon, bonsoir. C'est très bizarre d'être ici en train de parler devant beaucoup de monde, mais bon, c'est un honneur. Et tu te trompes? Non, je suppose que tu ne te trompes pas.
C'est vrai qu'après Stockholm, que c'est un film, je ne sais pas si vous avez vu, c'est un film très très petit qu'il parle, qu'il essaie de parler de relations personnelles, de relations amoureuses, si vous voulez. Après ce film petit, on a fait Que Dieu nous pardonne, il était avant projeté. Et c'est vrai que c'est deux films totalement différents. Peut-être on peut trouver quelques liaisons, mais c'est deux films totalement différents de sujet, de taille, on peut dire taille. Et c'est vrai que Dieu nous pardonne, il est né pour plusieurs raisons, mais un de ces raisons, c'était l'indignation, comme tu as dit. L'indignation qu'on a vécue dans les... Bon, surtout à la fin de 2000... Bon, pas à la fin, de 2008, 2009, quand il est venu la crise économique qu'on connaît tous. Et ça a été à l'Espagne suivre de quelques, comme on peut dire, comportements politiques un petit peu déceptionnantes, déçus. Pardon? Décevant. Merci, décevant. Et c'est vrai que quand Isabelle et moi, quand on a choisi faire un polar très dedans dans le genre policier de thriller, on a choisi, et on n'a choisi pas une autre chose, on a choisi ce contexte sociopolitique, si vous voulez, et qu'il parlait de ça, de comme dans Madrid particulièrement, dans le centre de la ville, ils sont mélangés, il a arrivé cette collision, cette lutte entre les choses que l'autre jour j'ai dit crétin, et c'est pas crétin, c'est los cristianos. Et tout le monde il a rigolé. Ou ça s'appelle un lapsus aussi. Les crétins, comment est-ce? Chrétien, ok. Et cette lutte entre le chrétien et les mouvements de protestes sociaux c'était très, très, très connu à 2011. 2011, oui, les mouvements 15e. Et c'est vrai qu'on a choisi ça, et si on a choisi ça, c'est vrai parce que cinématographiquement, c'était un contexte très puissant, c'est très intéressant, mais si on a choisi ça, je veux penser que si Isabelle et moi, on a une préoccupation, un intérêt pour raconter ça, et pour regarder, surtout regarder cette partie de la ville, de l'Espagne, de la société, et pas regarder une autre. Donc, je crois que tu ne te trompes pas. Donc, tu as utilisé les crétins, les chrétiens. C'est un thème assez présent dans le film qu'on vient de voir, là, à l'instant, juste avant, Que Dios nos perdone, le catholicisme. Si. J'ai pas compris la question. C'est un thème qui est présent dans ce film-là. Si. C'est un autre côté de Que Dios nos perdone, de film. Il y a le côté totalement cinématographique, polar, évidemment. Il y a le côté de personnage violent. Il pouvait être policier ou il pouvait être une autre chose, mais on a choisi que c'était un policier et assassin. Mais après, on a trouvé, je ne me souviens pas quand on l'a trouvé, on a choisi ça dans le scénario, Isabelle et moi, cette relation totalement directe avec la religion, bon, pas la religion, sinon le catholicisme, évidemment. Mais c'est vrai que quand on l'a trouvé, on a vu le titre, Que Dieu nous pardonne, et on a choisi aussi que la trame, il était conduit, il chemin pour cette quartier de Madrid conservateur et religieux, que encore il est très 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 présent dans quelques parties de la ville, que normalement il est très lié aussi à une partie aussi politique ou avec des amitiés, je ne sais pas comment dire, amitiés politiques ou des idées politiques d'une façon, non? Parce que je crois que tout le monde ici sait, vous pouvez savoir que l'Espagne c'est un pays totalement divisé dans deux idées de comprendre la vie, de penser, deux idéologies, et ça c'est très présent, ça c'est une chose qui m'intéresse et que je crois qu'il est
tout le temps dans les choses qu'on veut raconter. Et donc, on a trouvé cette côté religieux, cette côté de catholicisme, et on a essayé de la raconter à travers de la trame, parce que sinon, ça peut déranger, non? S'il n'est pas totalement lié dans la trame, je crois que le spectateur il peut dire, bon, oui, je comprends ce que tu me vas raconter, mais je voudrais que tu me racontes ça en train de suivre des personnages, en train de faire des choses. Et donc, si on continue, ce qui est très surprenant dans ton cinéma, on pourrait passer beaucoup de temps sur la religion en Espagne, qui garde un pouvoir très, très puissant, même s'il n'y a pas beaucoup de pratiques moins de pratiques religieuses, elle reste très puissante dans les décisions et dans l'appareil d'État. La suite, ce qui est très surprenant, moi, c'est la première réaction que j'ai eue quand j'ai commencé à l'envers, un peu en mélangeant un peu par El Reino. C'est le culot que tu as de s'attaquer à des sujets pareils. C'est-à-dire, comment ça, cette idée de t'attaquer, par exemple, dans El Reino qui va suivre, à un sujet qui est très peu traité. On parlera après de la façon dont tu l'as traité, mais de traiter aussi directement, aussi frontalement, une question de tabou, qui est celle en particulier du monde politique et de la corruption. Comment tu as pensé à faire ça? Comment c'est venu? Si, bon, normalement, quand je ne suis pas très ami de nous donner des mérites quand on pense quelque chose, parce qu'ils sont idées qui viennent à nous, donc on ressemble qu'ils sont faciles pour nous. Donc, je trouve pas quelques mérites, et en plus, je trouve pas quelques mérites de parler faire un film sur la politique espagnole, parce que c'est vrai que dans ce moment-là, c'était l'année 2015-2016, et je crois que l'actualité espagnole était totalement inondada, on peut dire, inondée. Et pour la politique, parce que c'était le moment où dans les news, les TV, les telediarios, les journaux télévisés, ils étaient tout le temps en train de sortir des nouvelles de corruption des politiques. Donc il était tellement présent dans notre vie que vraiment, Isabelle et moi, on a senti que c'était presque une obligation, et on était totalement indignés, on a dit bon, et en même temps, on a compris que c'était un matériel cinématographique aussi très très puissant, mais on s'est regardé beaucoup de fois, et on a dit on doit raconter ça. Mais c'est vrai qu'on a, pendant toute la période d'écriture du scénario, on avait beaucoup beaucoup peur que quelqu'un écrit l'autre scénario, oui, beaucoup, similaire, de même thème, de thème politique, parce que c'est vrai, je crois qu'ici il y a des Espagnols qu'il peut dire, mais c'est vrai que c'était très comment dire, très fort, non? Parce que tout le temps on est en train de parler de la même chose. Donc pour nous, c'était presque obligatoire. Et c'est vrai que si on regarde le polar ou le cinéma en train de généraliser, non? En train de généraliser, avant, c'est vrai qu'il n'y avait pas ce thème. Je ne sais pas pourquoi, vraiment, mais c'est vrai qu'on est maintenant un petit peu moins, je crois, ou je veux penser, mais on est un petit peu, dans ce moment-là, on appartient à une génération, je crois, je ne sais pas si Itchaso, Jonas, Maria, on est ici des Espagnols, vous pensez la même chose, avec qu'on a voulu, on a choisi de ne pas regarder beaucoup cette réalité, o no comprometernos mucho, no engagez pas. Évidemment, il y a beaucoup de personnes qui s'engagent, mais pas comme une génération. Je ne sens pas notre génération comme une génération qui a lutté beaucoup. Donc, quand en 2011, il a sorti ce mouvement, je crois qu'on a dit tous, ah, génial, ça c'est génial, on peut le faire, on peut s'imiter. Et il y a eu des manifestations, de cette manifestation, je veux penser que c'est l'écriture del Reino. Mais c'est vrai qu'avant, je ne sais pas pourquoi, on ne parlait pas de ça.
pour dire une chose pour la justice, c'est vrai qu'avant El Reino, il a sorti un film qui s'appelle B de Bárcenas, je ne sais pas si tu le connais, que c'est parce que tout le monde dit El Reino c'est le premier film. L'homme politique. Sí, Ah oui, du réseau. c'est le premier film qu'il a parlé de ça. Bon, c'est pas vrai. Il y a eu un film un petit peu plus petit, bon, beaucoup plus petit, mais qu'il a eu quelques succès dans le monde du cinéma, pas dans le public général. Mais je voulais dire ça parce que c'est vrai que ça c'est juste. Alors, dans ce film, tu me diras, hein, Franck, si on est pour pas déborder sur le côté purement écriture cinématographique et technique cinématographique où je suis totalement incompétent. Mais c'est diabolique dans El Reino parce que tu nous mets en face de nos responsabilités, parce que je pense qu'il y a une stratégie dans le scénario et dans la conduite du film qui est absolument incroyable sur un plan émotionnel. C'est que tu nous arrives à faire aimer, à partager, à compatir. Aimer. Non, pas aimer, mais en tout cas se dire j'aimerais bien qu'il devienne un lanceur d'alerte à la fin. Et qui, donc au départ, bon, c'est un salaud. Je ne suis pas sûr que ça soit un salaud, mais c'est quelqu'un qui est pris dans une... Et là, c'est la force aussi de ton cinéma. Tu décris la machine dans laquelle on est pris, dans Disturbios pareil. Donc c'est un peu, il n'est pas aussi en contrôle que ça, il est pris dans une machine politique, mais tu nous arrives après à nous faire entrer dans une forme de, sans rentrer dans une morale en fait, de jugement, de faire comprendre. Sans rentrer. Sans rentrer, ouais. Je ne sais pas si le spectateur il ne rentre pas à juger moralement, je ne sais pas, mais si c'est vrai que moi j'adorerais que s'il veut rentrer dans cette activité de juger moralement, que ce soit difficile pour lui. Ça, c'est les choses que je crois que ça m'intéresse. Pardon? Et ça m'intéresse beaucoup, parce que ça m'intéresse dans la vie aussi. Parce que beaucoup de fois, on connaît des histoires qu'il te raconte un ami ou que tu écoutes dans la télé ou tout ça. Et les choses qui plus m'intéressent, c'est essayer de ne juger pas, évidemment sans avoir tous les dates, tous les faits, non, qu'on peut savoir, mais essayer de voir les êtres humains qu'ils sont protagonistes de cette chose-là, et ne dire ça c'est une belle personne, ça c'est une mauvaise personne, ça je déteste. Sûrement, je fais la même chose quelquefois, évidemment, mais ça, je le déteste. Et ça, vraiment, je crois qu'on ne doit pas le faire. Donc, chaque fois qu'on pense dans le personnage de notre film, on essaye de faire des personnages pas obscurs. Je ne veux pas dire qu'ils sont obscurs, parce que aussi obscur, c'est un juge vraiment simple, trop simple, mais qu'ils font des choses obscures, évidemment, qu'ils font des choses moralement réprobables, qu'ils font, mais aussi on veut les donner quelques ternura, tendre, quelque chose amoureux. On adore voir quelqu'un qui est avec son amoureux très très amoureux, chaleureux, quelque chose comme ça, mais après il peut faire une chose horrible, parce que je crois que la vie, normalement, il y a des cas que non, mais normalement il est comme ça. Et dans El Reino, c'était clair que au début de l'idée, dans la genèse, non, de l'idée del Reino, c'était les protagonistes ont voulu que soit le mec, la personne plus détestable dans ce moment à l'Espagne, un politique corrupte. Je peux vous jurer que dans les années 2016, la personne plus détestable de l'Espagne, c'était un politique corrupte. Donc, ok, Isabelle et moi, on se regarde, on dit, ça c'est le protagoniste. Maintenant, on doit faire un travail pour le spectateur, pour ne pas dire, non, mais il est un bon personne. Non. C'est pas une bonne personne, mais il a une femme, il y a une histoire d'amour là-bas, il y a un enfant, une fille, que aussi il y a un respect, un amour. Et ça, c'est les choses qui nous intéressent, parce que sinon, ce serait très, très, très facile de dire, il est un politique corrupte, ok, il est une personne détestable dans toutes les choses de sa vie. Et aussi, pour un côté, il y a la réalité, ou les choses qu'on croit que c'est la réalité, mais après, aussi, de la même façon, on met le spectateur dans une position incommode, ou, comme on a dit, maladroit, on a dit avant, incommode, ouais. Ou incommode. Et ça m'intéresse aussi, parce que
Parce que comme spectateur, quand tu vois la télé, quand tu voyais la télé et tu dis, ah, le Bárcenas, ce mec, il a été corrupt, ok, il est le démon, il est le diable, je veux pas... Mais ça, je crois que c'est très, très, très négatif pour essayer de solutionner les problèmes. Si tu crois qu'ils sont comme ça et qu'ils sont totalement différents à toi, je crois que jamais tu peux construire une société ou quelque chose pour essayer de solutionner les problèmes. C'est vraiment, hein, ça c'est les choses qu'on a eues dans la tête tout le temps, dans les scénarios, dans les tournages. Je crois que les choses plus intéressantes et difficiles, c'est très difficile, mais je crois qu'on doit l'essayer, c'est dire, attention, ils ne sont pas très différents à toi, parce qu'on est tous êtres humains. Je ne veux pas dire, parce qu'il y a eu des critiques du film El Reino, que je ne suis pas d'accord dans cette critique, évidemment, que c'est que, Sorogoyen, les choses qu'il veut dire, c'est que tous, on est corrupts. Je ne suis pas d'accord, évidemment. Bon, en fait, il y a beaucoup de politiques qui ne sont pas corrupts, donc ça, pour moi, c'est une connerie. Mais les choses qui nous intéressent, c'est ça. Ne pense pas que cette personne corrupte, politique corrupte, ils sont les diables, que cette personne qui vole, ils sont les diables. Que, non, on peut tous arriver, pour vraiment des circonstances que jamais on peut savoir, à faire des choses que jamais tu peux penser et qu'une autre personne peut penser qu'ils sont un délit ou une chose moralement réprobable. J'avais une petite question, je t'interromps 2 secondes. Donc justement, Rodrigo, on parlait de ces personnages qu'on l'âme assez sombre, de ce politicien corrompu d'El Reino, mais je pense aussi aux policiers d'Antidisturbios. Et donc, cette recherche de nuances, en fait, d'absence de jugement trop tranché sur les personnages, j'ai lu aussi que tu disais que tu cherchais à pénétrer le cerveau de ces personnages, en fait, et concrètement, comment ça se fait, en fait? Est-ce qu'on se documente beaucoup, on côtoie des gens comme ça, ou tout se situe au niveau du scénario, de l'imagination? Et beaucoup d'imagination, je suppose aussi, mais si j'ai dit, je ne sais pas si j'ai dit, mais si j'ai dit pénétrer dans le cerveau, ça c'est un petit peu... Je crois que c'était ça, je crois. Si je le dis, peut-être j'ai exagéré, parce que c'est très... Comment dire, bon, osado, trop courageuse. Penser comme. Mais oui, policier. Évidemment, chaque fois qu'on pense et on écrit sur un scénario, sur des personnages, c'est vrai qu'on a l'obligation d'essayer de connaître, de savoir tout de ce personnage. Et normalement, ces personnages, ils sont basés en des personnes réelles ou de prototypes réels. Dans le cas de politico corrupto, un politique corrupt. Dans le cas d'antidisturbios, évidemment, des antidisturbios. Il y a dans le travail de scénario, il y a une période, une phase préliminaire, pré-avant, non, d'investigation, comme tu as dit, des enquêtes, des informations, que c'est génial, tu t'amuses beaucoup, tu connais beaucoup de monde, ça te ouvre normalement le monde. Et pour moi et pour Isabelle, il est totalement obligatoire. Donc, dans El Reino, on a parlé, on a fait des rencontres avec beaucoup de personnes de ce monde, des politiques corruptes, d'avocats. Et ils vous ont parlé Ils ont parlé, oui. Si. Normalement, tout le monde veut parler. Normalement, tout le monde veut raconter son histoire. S'il y a quelqu'un qui te dit « Je veux raconter ton histoire », ah ok, je te raconte. Après, il y a des profils, je ne sais pas comment dire, différents. Il y a les personnes qui disent qu'ils ne veulent pas parler, mais qu'ils veulent. Et il y a les personnes qui veulent parler jusqu'au début. Mais avec Antidisturbios, c'est la même chose. On a parlé parce que sinon c'est impossible. À que Dios nos perdone, Isabelle et moi, on n'avait aucune idée d'écrire des polars, on n'avait aucune idée aucun contact avec le monde policier, donc c'était obligatoire de parler avec des policiers, essayer de comprendre un peu. Et c'est génial parce que comme tu connais rien, tout c'est merveilleux, toute l'information qu'on a,
Et possiblement, il sera dans le scénario. Après, non, après, tu dois lever, quitter beaucoup de choses. Mais c'est vraiment une période de scénario, d'écriture de scénario, pardon, très, très intéressant. Il t'ouvre le monde, tu vas apprendre beaucoup. Et il y a aussi quelque chose de psychologie. Parce que quand je te dis qu'il nous raconte son histoire, il nous raconte son histoire, pas l'histoire. Sa version, et ça c'est très intéressant, il ne peut pas être de notre façon, mais il y a quelque chose de psychologique, et je ne veux pas dire que, ah oui, je suis en psychologie géniale, non, il y a quelque chose de fantasy, je veux penser que quand il a dit ça, mais il y a quelque chose d'intuition que jamais on saura combien de... Non, si tu as réussi, si tu as compris les choses parfaites, mais il y a aussi dans les mêmes métiers de scénariste, il y a quelque chose d'imagination et de fantasy, parce qu'il est bien pour ton monde de film. Et justement, sur la question de l'humanisation, quelque part, des personnages, c'est de partir de ce matériau qui est un matériau qui vient de la société, du réel, et après, pour créer le personnage, il y a quelque chose qui est de l'ordre du détail, de travailler justement les personnages sur des... je sais pas, de leur prêter d'éthique, par exemple, comme on vient de voir Que Dios nos perdone, le fait d'être bègue, c'est quelque chose justement de penser à l'écriture et de se dire, tiens, le personnage, on va le personnifier quelque part avec ce... Mais il y a plein d'autres choses qui sont peut-être moins visibles, un peu plus transparentes, mais qui sont... qui rendent vraiment vivants, réalistes et acceptables les personnages. Ce ne sont jamais des archétypes. Et la question c'est comment on le fait, non? Ça c'est aussi, je ne sais pas si c'est très difficile, mais c'est vrai qu'il c'est nécessaire un travail, un effort et surtout une préoccupation, une action, non? Si tu dois te préoccuper de ça ou pas. Et évidemment, on fait des films, on veut penser qu'on fait des films, on préfère les personnages à la trame. La trame, beaucoup de fois, c'est un véhicule très, très nécessaire, mais pour nous, pour Isabelle et moi, quand on s'amuse, c'est quand on travaille les personnages, quand les personnages, ils sont beaucoup plus intéressants que la trame, normalement. Et je ne sais pas comment on fait, il y a quelque chose d'observation, d'observer ça, la nature, tout le monde avec qui on est. Quelquefois, Isabelle arrive à ma maison pour travailler. Elle me dit, j'ai vu une personne aujourd'hui dans le métro que... Bon, ça, tu dois te nutrir de la réalité. Bon, tu dois. On préfère se nutrir. Moi, c'est la... Normalement, un personnage, normalement, pour moi, il y a très peu d'imagination. Les choses, c'est mélanger un peu ce que tu crois que c'est les choses positives pour le personnage. Mais comme tu as dit, je suis en train d'être un petit peu chaotique, pardon, mais il faut normalement, tu commences pour le grand, évidemment. On a un personnage colérique, comme très, très violent, mais c'est pas seulement ça. On doit penser dans sa famille. Quelle famille on fait? Et normalement, il y a deux schémas. Le schéma de ça, c'est bien pour le film. Non, on a besoin qu'il a une femme, et après, les schémas de ça t'intéresse à toi de raconter, parce que tu veux raconter ça pour tes pulsions. Et c'est difficile, les choses plus difficiles, c'est ça. Doser. Comment? De doser. Sí, conjugar. Dosifier aussi cette chose, parce que peut-être une chose qui t'intéresse à toi parler, peut-être c'est pas génial pour le film, et tu dois savoir voir ça. Mais normalement, c'est un travail très long dans le temps, les personnages, parce que tu commences avec une phrase, il est violent, il est policier, mais tu as beaucoup de temps, normalement, pour écrire le scénario, et tu vas en train d'ajouter des choses. Normalement, si tu ajoutes beaucoup de choses, ça c'est pas génial, parce que peut-être tu fais des personnages trop construits. Mais aussi après, il vient le moment où l'acteur, il met beaucoup de choses. Normalement, si tu les laisses, normalement, moi, j'adore aussi nutrir moi des acteurs, que ces acteurs, il prend les personnages et il le complète
avec beaucoup de choses. Du coup, ça c'est un travail de lecture, de répétition. Quel travail avec les acteurs, à quel moment, enfin bien en amont du tournage, du coup, de travailler avec les acteurs. Bon, c'est vrai que c'est nécessaire, moi je le vois comme ça, il faut travailler beaucoup avec les acteurs. Il y a des acteurs qui aiment bien beaucoup, travailler beaucoup. Malheureusement, il y a des acteurs qui n'aiment pas, mais ce n'est pas une chose de répétition. Normalement, avant de faire la répétition d'une scène, c'est parler aussi, pareil que comme Isabelle, que quand on commence à écrire, on parle, et avec les acteurs aussi, mais ça c'est... Tous les acteurs ils vont parler de son personnage, ça c'est comme ça, parce que ça l'aide à comprendre ce que je veux, le film que je veux faire, et aussi il ou elle se doit communiquer avec moi, je le vois comme ça, j'ai pensé à ça, c'est un travail de communication. Mais si tu laisses la porte ouverte, normalement un acteur, il te donne beaucoup. Et aussi des petits gestes de personnages. Non, juste la question, on te l'a peut-être déjà posée, donc désolé si je suis pessado, c'est la question du financement. Tu l'as posée déjà? Non, moi non, mais peut-être que des journalistes, je crois. Ah oui. Sur des films aussi risqués sur un plan social, sur des thématiques difficiles, corruption, la violence policière, on parlera d'Asbestas qui est encore quelque chose de très puissant sur un autre type de violence en fait, qui est encore différent dans notre zone géographique, l'Espagne vide, l'Espagne avacia. Est-ce que ça pose un problème pour être financé, ou est-ce que les gens s'en foutent tellement, et les hommes politiques, ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils financent en fait? Peut-être, je ne sais pas. Daniel Reino, oui, on ne regarde pas les films. Bon, c'est vrai que j'ai vécu les deux expériences. J'ai vécu l'expérience de... C'est qui met l'argent pour faire ça, qu'ils ne se rendent compte qu'on est en train de raconter des choses. Dans El Reino, je crois que c'était un petit peu un, je sais pas comment dire, erreur dans le système qu'on a dit avant. Mais c'est vrai que j'ai vécu récemment, il y a très peu de temps, beaucoup de difficultés pour financer un projet. C'était très difficile, si difficile qu'on n'a fait pas le projet. Donc, il y a tous les cas, je crois. Qu'est-ce qu'on peut dire? En Espagne, si c'est difficile financer, parce que c'est très difficile financer des films, et moi j'ai eu la chance, normalement non, toujours, je considère que moi j'ai eu beaucoup la chance dans le moment de financer des films, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de collègues que c'est très difficile vraiment financer un film en Espagne, mais normalement je crois que c'est pas que la question, la raison principale, c'est pas des questions politiques, je crois. Non? Jonas? Tu crois? Oui. Non. Quelle question c'est alors si c'est pas politique? Si c'est pas politique, c'est quoi? Si c'est pas politique, je crois que c'est totalement économique. C'est une façon de... Je gagnerai argent avec ça, ok, je gagnerai action. En fait, je crois que si quelqu'un croit que pour parler d'une chose polémique, il va gagner de l'argent, je crois que ça c'est pour tout. Vraiment. En fait, bon, c'est pas le moment de parler de ça. C'est pour ça, c'est toi qui anticipais la question. Moi, je voulais pas. Et tu n'as pas parlé du thème de la série que tu as envisagée, bon, qui est un thème extrêmement. Tu veux, mais non, non, c'est une blague. C'est peut-être intéressant de dire quel était le thème en fait de la série. Si, mais c'est pas secret, c'est intéressant. Si, non, c'est une blague, je peux parler. Non, tranquille, c'est vrai, mais je préfère que c'est vous qui me demandez, que pas que moi. Mais oui, on était en train de faire une série sur la guerre civile espagnole. Et on a travaillé pendant une année et demie, on a écrit beaucoup. En fait, les personnes qui étaient à Movistar, que c'était la plateforme avec qui on l'a fait, ils étaient vraiment très enthousiastes, ils travaillaient beaucoup avec nous, ça c'est vrai, je le sais. Et
un jour, j'ai reçu un appel, il y a la pire nouvelle que je peux te donner, et j'ai dit, la série, on ne la fait pas? Il m'a dit oui. Et il était vraiment dévasté. Et bon, c'est parce qu'il a reçu des autres pressions ou non. Parce que Movistar, c'est la plateforme qui fait de fiction, de cinéma et séries, et de Telefónica. Telefónica, c'est une entreprise de télécommunications qu'il s'en fout du cinéma et des séries, évidemment. Et donc, il a reçu cet appel et on ne fait pas ça. Et pourquoi? Mais si les scénarios ils sont géniaux, tu dois lire. Non, on ne le fait pas. Et ça, c'est censura, oui, mais c'est vrai que ils ont tous les droits à le faire. C'est pas une chose. J'ai mis l'argent ici, non, ok, je n'ai mis pas l'argent ici. Les choses horribles, c'est qu'on ne peut pas parler. Que si on a l'opportunité de parler d'un sujet, je crois, pas intéressant, sinon totalement transcendantal pour l'histoire de notre pays, il y a les personnes qui sont là rien, ils choisissent de ne pas parler. Ça, c'est des choses horribles, mais c'est un choix. Et sur un plan cinématographique, comment appréhender un sujet aussi lourd historiquement, aussi puissant que la guerre civile? Quel serait ton angle, toi, spécifique, singulier? Comment tu traiterais ce sujet-là? Comme je le traiterais? Ouais, ou tu l'as déjà traité, comme tu l'as déjà... Bon, il était traité parce qu'on a écrit... Bon, on a essayé de traiter. J'espère qu'un jour on fera la série. Et d'un côté le plus humaniste possible, c'est vrai que quand Franco il est mort, il est venu la liberté, la transition, tout ce que vous connaissez. Et c'est vrai qu'il y a eu une explosion culturelle géniale. Évidemment, on ne pouvait pas parler des choses. On a commencé à pouvoir parler des choses, donc imagine, c'était une explosion. Mais dans les années 80 et 90, et ça c'est une opinion personnelle totalement, ils ont fait beaucoup de films de la guerre civile et beaucoup de films des autres choses, ça c'est normal, et c'était, bon, normalement obligatoire. Et ils ne se tiennent pas, et c'est une opinion personnelle, pas très, comment on peut dire, c'était l'indignation que je te dis avant. Ils se tiennent fait des films comment peut dire, conducidos por la indignación. Et vraiment, ils étaient totalement machiavélicos, totalement maniqueos. Et ça, c'est pour la même chose qu'on a parlé avant, je crois que ça, c'est pas juste, surtout pour el bando perdedor, surtout. Mais donc, il a fait un résultat de très comment dire, conflict ou séparés. Et je crois que si on parle de la guerre civile, ou si on parle de l'esclavisme, ou si on parle de cette chose, le principal objectif, c'est s'approcher, pas se séparer. Et je crois qu'on peut s'approcher si on est rigoureux, si on est humaniste, et si on est intelligent surtout. Mais vraiment le traitement de cette... et je suis en train de réaliser parce qu'il y a des films de la guerre civile géniales, évidemment, mais la normalité, c'était très manichéos. Donc, si vous connaissez la guerre civile espagnole, évidemment, c'est totalement clair, c'est indiscutible qu'il y a eu un bando militaire, qu'ils ont pris le pouvoir d'une façon totalement sanguinario. Il y a eu 3 années d'une guerre sanguinaria totalmente, et aussi il y a eu, après une 40 ans de dictature, sanguinaria totalmente y castradora. Pardon pour l'espagnol. Mais les choses vraies, c'est que dans la guerre civile, pas chaque personne qui était dans le bande national, il était le diable, il n'était pas le diable. Ça, c'est vrai. Et normalement, dans les films qu'on a vus, c'était presque ça. Et et je crois que c'est pas positif, surtout pour les bandes perdedores.
Vous avez vu que j'ai fait comme ça, les bandes perdeurs. Le camp Et des perdants. c'est pas grave, c'est normal. Je le trouve totalement logique qu'il a arrivé ça. Parce que c'était les années 80 et on voulait parler, ils voulaient en parler et ils voulaient dire hey, tu as été 40 ans en train de me punir. Je dois maintenant faire une rébellion. Mais maintenant qu'on est dans les années 2020, je crois que c'est le moment de raconter des choses. Pas de raconter des choses horribles, pas ça, mais voir les personnes qui ont souffert la guerre. Tous, ou presque tous. Il y a quelqu'un qui n'a pas souffert la guerre. Non, Bon, après, il y a le gros morceau Asbestas aussi dont il faut parler, qui est un film très très important aussi, mais peut-être que tu as... Non, on peut parler d'Asbestas. On peut peut-être, oui, effectivement, parler d'Asbestas, qui est... Moi, ma question, ce serait par exemple sur Asbestas, et je te laisse la parole, mais c'est un film noir ou c'est un western? Parce que moi, franchement, quand je l'ai vu, j'avais l'impression de voir La prisonnière du désert, The Searchers, John Ford, The Searchers, mais du point de vue des Indiens. Du point de vue des Indiens. C'est-à-dire l'idée, comme on l'a dans le western américain, où il y a les pionniers. Les pionniers, c'est des colons qui arrivent sur un territoire et qui prennent le territoire, qui se l'accaparent sans tenir compte de ceux qui habitent déjà là. Et ceux qui habitent déjà là, ce sont des sauvages. Et donc, ils vont rester des sauvages. Et je trouve que du coup, le film, dans la façon, justement, dans la subtilité toujours de travailler, il n'y a pas les gentils, les méchants. Voilà, j'ai l'impression que c'est vraiment un western, ça reprend tout ce côté du western américain, mais complètement retourné sur la question du sauvage, voilà, et de la civilisation, de qui civilise qui ou qui est plus civilisé que l'autre. Bon, c'est un analyse génial, merci. Et je ne veux pas répondre c'est un noir, c'est un western. Je crois qu'une chose qu'on cherche et que j'aime bien quand je vois des films nouveaux, pas les anciens films, que aussi j'aime bien les voir, mais maintenant, je crois que je cherche, si comme cinéaste, si comme spectateur, le mélange de genres. Ça m'intéresse plus parce que je crois qu'on a vu déjà tous les films possibles, géniaux de chaque genre. Donc, c'est vrai qu'on a essayé de faire, pas un western, mais un film avec beaucoup d'éléments de western. Tous les éléments que tu as dit maintenant, et évidemment, oui, ils sont cherchés, et ça m'amusait. Je crois qu'il a un sens de le faire comme ça, mais il y a beaucoup d'éléments qui ne sont pas de western dans Asbestas, et ça, c'est les choses qu'on a voulu faire. Avec un contexte, et après moi je ne sais pas où on en est au niveau du timing, il faut aussi peut-être laisser la place au public, sur fond quand même d'une thématique très forte qui est l'Espagne vide, et la thématique de l'urbain et du rural et de la haine entre les deux, et là aussi avec le traitement, alors moi j'ai eu la chance de venir te voir, il faut quand même aller voir les lieux aussi, c'est un lieu incroyable. Dur, sauvage, je pense que les conditions de tournage ont été très difficiles. Bon, en septembre, en décembre après ça a été encore plus difficile. Donc ça participe à un thème social très très fort, hein, qui est la xénophobie, qu'on ne perçoit pas parce qu'on ne veut pas percevoir nous en tant qu'urbains, bien éduqués, écologistes. Mais quand on arrive dans ces territoires-là et qu'on donne des leçons, on peut condamner, mais tu arrives à nous faire comprendre qu'en fait les deux points de vue et quelque part sont équivalents en quelque sorte, avec des scènes magistrales dans ce fameux bar de Barras que j'ai eu la chance de te voir filmer, qui sont d'une intensité... Oui, j'étais derrière toi, c'est vrai. Mais tu m'avais pas vu. Et d'une intensité incroyable. Donc il se joue quelque chose de très très social là-dedans, de la xénophobie, du jugement de l'autre, et on peut presque comprendre presque cette violence in fine. Je ne sais pas comment la violence qui se produit à la fin, sans spoiler le film. Mais je n'ai pas compris la question. Je suis d'accord en tout, mais... L'Espagne rurale, pourquoi tu en es venu à traiter ce thème? Ah, ok. Jamais tu sais vraiment pourquoi tu fais un film, pourquoi tu commences à écrire un film. C'est vrai, c'est une chose très fascinante, je crois, parce que beaucoup de fois, tu crois que tu écris sur une chose et après tu écris... Et tu te souviens, année après, que je crois que je voulais raconter cette chose et pas cette chose.
Et c'est vrai qu'Asbestas, c'est un film il est né pour un fait divers. Et que je crois que dans les faits divers qu'on a lus dans le journal, il n'y avait rien de... C'est un scénario que tu as commencé bien en amont, que tu as commencé très tôt, en 2015, Si, c'est ça? en fait, c'était le film après qu'on voulait faire après Que Dieu nous pardonne. Et on a écrit la première version, mais on a choisi de ne pas le faire dans ce moment-là. On a attendu, et finalement, on l'a fait très tard, mais je crois que c'était mieux pour le film. Et c'est ça, mais un film comme Asbestas, il peut naître d'une fait divers que tu lis et que tu dis comment c'est possible que normalement c'est pour des choix d'être humain, non? Que cet être humain, elle fait ça, je ne veux pas vous dire parce qu'il est maintenant, non? Après. Et il y a un comportement d'un personnage de film, je ne veux pas vous dire, qu'on a dit comme c'est possible ça. Et avec ça, on a commencé à écrire. Et après, tu commences à écrire, tu vas à l'endroit, tu lis des choses, tu parles avec des personnes, et les choses qu'on a dit avant, et tu commences à mettre ou à lever des personnages, de thèmes, de sujets pardon, qui t'intéressent ou que tu crois qu'il peut être bien pour le film. Et c'est vrai qu'on a trouvé très très tôt l'Espagne vacía parce que c'était clair. Vous aviez lu le roman? Je ne crois pas parce que dans 2015, l'Espagne vacía no estaba. Ah, non, on l'a lu après. Moi, je parle beaucoup de ce bouquin parce que pour moi, c'est incroyable. Je crois que c'est 2018 ou quelque chose comme ça, l'Espagne vacía. Ah, 16 hein. Mais là-bas, bon, une chose c'est le bouquin, l'Espagne vacía, et une autre chose c'est le phénomène, l'Espagne vacía. Et on l'a trouvé quand on a voyagé littéralement avec la voiture, quand on a voyagé de ma maison en train d'écrire, on a voyagé à cet endroit. C'est vrai que c'était un sujet qui était directement relationné avec le film ou l'histoire qu'on voulait raconter. Quand on s'est rencontré avec ce sujet, la même chose. On parle, Isabelle et moi, on se regarde, on dit, on parle de ça. Oui, dans ce cas, évidemment, c'est un sujet totalement fascinant pour nous, très important, je crois, pour l'Espagne et pour les endroits où il se passe ça. Donc, c'était, je sais pas, quand on choisit les sujets pour parler, je crois que c'est pour une chose totalement de pulsion émotionnelle que tu as. Après, la même chose que je disais avant, après tu dois faire le travail rationnel, intellectuel de ok, ça t'intéresse, mais il est bien pour le film? Oui, non. Est-ce qu'on peut parler de la mise en scène, du travail sur la mise en scène de l'écriture cinématographique, parce qu'on a parlé de tout le travail d'écriture, sur le papier, mais ce qui est très fort aussi dans vos films, c'est pas simplement les sujets, c'est aussi justement tout le travail de mise en scène où on ne sait pas je sais pas très bien si la caméra est emportée par l'action ou si la caméra est prédatrice sur les personnages, prédatrice qui veut attaquer. Je pense à l'ouverture, par exemple, l'ouverture de El Reino, qui est finalement une ouverture, c'est un plan séquence sur la plage, il est au téléphone et puis on le suit et on rentre par les coulisses, mais en fait on le suit de dos. Et en fait j'ai remarqué que vous filmiez souvent en revoyant Que Dios nos perdone aussi, d'avoir des plans en fait on est de dos. C'est en ce sens-là où je me dis presque c'est comme si la caméra est derrière. Donc c'est soit elle suit, elle est dans le sillage, ou elle est prête à bondir sur le personnage. Ça c'était une question que je me posais. Et l'autre, c'était c'est l'utilisation des plans séquences. Parce que les plans séquences, il y a des plans séquences qui sont vraiment magistraux. Et ce soir, vous allez en voir encore. Et ce que j'ai noté, c'est que le plan séquence, en fait, c'est le point de bascule.
le point de bascule ou de retournement. Il y a quelque chose souvent il y a un élément très fort qui se passe vraiment avec le plan séquence. Je pense à El Reino par exemple, le plan séquence dans la maison chez Lucia, qui est magistral, et en même temps c'est là aussi il y a un déclic qui se passe avec le personnage. Ça, c'est quelque chose que vous pensez, que vous travaillez. Est-ce que c'est conscient ou pas, du coup, ce côté-là? Je veux penser que oui, qu'il est très, très, très travaillé, évidemment. Non, travaillé, mais je veux dire le côté que c'est vraiment que le point de bascule doit se passer sur un plan séquence. Quelquefois oui, quelquefois non, parce que c'est vrai que je crois qu'il y a... Bon, je parlais avec beaucoup de spectateurs dans cette année, évidemment, ils m'ont dit que les plans séquences, ils sont géniaux. Normalement, les plans séquences qu'ils me parlent, les plus mémorables, sont remarquables, ils sont normalement importants dans la trame, vraiment. Mais après, il y a des plans séquences petites dans mes films, parce que j'adore filmer des plans séquences qu'il est rien, et seulement, c'est quelquefois, c'est parce que je crois, ou je trouve que c'est la façon plus économique de le faire dans ce moment-là, ou parce que je veux trouver quelque chose de cet acteur, donc c'est pas obligatoire qu'un plan séquence, il doit, dans mes films, il doit être le point de bascule d'un personnage. Je crois que ça arrivait beaucoup, par exemple en Asbestas, évidemment, en El Reino, évidemment, dans quelques, et normalement, ils sont le plus remarquables. Aussi parce que je crois que je veux le faire plus remarquable, évidemment, parce que normalement, je crois que je sens que c'est très important. Mais en train de parler de la première question. Et je ne sais pas où je peux commencer, parce que c'était très complexe la question, très énorme. Il y a une chose que c'est comme les choix que je fais, non? Quand j'ai mis la caméra, quand j'ai choisi de faire un plan séquence, de ne le faire pas, ou si j'ai mis la caméra dans les deux, tout ça. Je crois que je ne changeais pas beaucoup dans cette année, mais je crois que j'ai fait une évolution, évidemment, parce que j'ai eu la chance de travailler beaucoup, et je crois que quand tu travailles il y a des choses mal, que tu te fatigues beaucoup, mais je crois que tu as la chance de pouvoir changer, ou de pouvoir, bon, pas changer, sinon de pouvoir te regarder, et voir qu'est-ce que tu as fait avant, et donc changer ou pas, et voir que tu t'as trompé, voir que ici ça a été réussi. Et c'est vrai que je crois que Dios nos perdone y El Reino, il y a beaucoup de choix dans la caméra ou dans les mises en scène que maintenant je ne ferai pas, que je crois qu'ils marchent, ok, mais que je cherchais plus l'effectisme, je ne sais pas comment dire. L'effet. Oui. La recherche d'effets. Et ça, je ne peux pas le dire. C'est horrible à écouter, mais je crois que si je suis honnête, c'est vrai. Je vois un cinéaste jeune et inexpert en train de faire un grand film. Quelquefois c'est bien, quelquefois il marche, et quelquefois non. Ouais. Mais si je suis honnête, j'ai préféré, bon, je ne sais pas si j'ai préféré, mais maintenant je ne le ferai pas. Et je préfère ne le faire pas. Je ne sais pas si tu me comprendre. Mais c'est vrai que moi, je ne sais pas si je me mente à moi-même, mais quand je suis en train de travailler, si que j'ai besoin de quelques justifications, et que ce ne soit pas l'effet, non? Une justification intellectuelle ou sentimentale ou morale pour faire ça. En El Reino, évidemment, je voulais, parce que les scénarios c'est comme ça, je voulais être tout le temps à côté de ce personnage. Je voulais être avec la caméra ici. Oui. Donc je pouvais le suivre d'ici, bon, j'ai choisi de le suivre, mais c'est tout le temps comme ça. Donc il y a une justification. Après, tu peux faire des plans de séquence ou non, ou faire une scène avec 20 plans. C'est vrai que dans El Reino, je voulais faire beaucoup de plans, parce que je savais que le montage il serait très important, et je voulais faire depuis le début un montage frénétique totalement, avec une musique frénétique totalement, parce que je voulais que la vie de ce personnage il était frénétique, et aussi l'expérience de l'espectateur, parce que je voulais que l'expérience de l'espectateur c'était la même
que personnage. Personnage, ouais. On peut le faire de beaucoup de façons. La façon que j'ai choisie, c'est ça, c'est être avec lui tout le temps et avec beaucoup de plans. Mais dans quelques plans séquences del Reino, qu'il y a, je crois, bon, je me souviens de 3. Il y a le balcon. Le balcon, la maison de Lucia, et quand la police il trouve le pendrive, ça aussi. Hein? Non, mais la place, c'est pas un plan séquence. Tout le monde me dit, c'est un plan séquence, c'est pas un plan séquence, je crois, non? Ça, c'est un plan très long. C'est un plan très long, mais c'est pas. Disons qu'il n'y a pas la mise en tension qu'il y a dans les plans séquences dont on parle là. Il y a pas, parce que ça serait un plan séquence s'il arrive à la table et on ne coupe pas. Mais quand il arrive à la table, on coupe. Donc pour moi, c'est pas un plan. C'est un plan très très long, évidemment. Et pourquoi j'ai fait des plans séquences, ces 3-là, non? Je ne sais pas comment te répondre, mais c'est vrai qu'il y a une chose dans le tournage et une chose dans que tu réussis des acteurs que tu ne réussis pas sans les plans séquences. Ça, c'est mon opinion. Mais le tournage, l'équipe, il est totalement concentré, comme si c'était le jour plus important de sa vie. Ouais. Et ça, j'adore. Cette ambiance, je l'adore. On ne peut pas abuser tous les jours de ça, mais chaque fois que ça arrive, vraiment, j'adore cette ambiance. Et je crois que c'est une ambiance qui traspasse l'écran. Oui. Ça se voit. Et aussi, l'acteur, évidemment, si c'est un plan très long, tu arrives à en vérité, s'il est bien finalement le plan, tu arrives en vérité que je crois que tu n'arrives pas de notre façon et si tu coupes. Ouais. Et aussi si l'acteur il sent que tu vas couper. Mais si l'acteur tu lui dis non, je ne vais pas couper, tout dépend de toi. Ça aussi, c'est un risque pour lui, pour elle. Et normalement, les acteurs adorent ce risque parce que sinon, on ne fait pas cette profession. Donc, normalement, il y a ça, c'est les raisons, normalement, pour le faire. Je ne sais pas si j'ai répondu si, complètement. Si, complètement, mais c'est juste que, voilà, moi, j'ai noté vraiment que ça tombait. Par exemple, je repense à sur Que Dios nos perdone, il y a, je pense qu'on peut l'appeler aussi plan séquence, quand le flic meurt et que le tueur va s'échapper, c'est un vrai plan séquence, on passe quand même à travers... C'est pas un plan séquence. Il y a pas, parce qu'on passe à travers la fenêtre. C'est un plan très long et très difficile et tout le monde dit c'est un plan séquence, mais vraiment la situation il commence beaucoup avant avec beaucoup de plans. Non, la situation commence avant, mais au moment où on l'attrape, je crois que c'est quasiment après dans le couloir où il va la caméra va carrément passer par la fenêtre. Si. Et c'est voilà, il n'y a pas de coupe, quand il passe à la fenêtre et la chute d'ailleurs c'est le moment où il chute vraiment, enfin il chute physiquement, mais c'est aussi il va être démasqué, c'est aussi voilà, c'est justement quand je parle de retournement de situation dans le plan séquence, si, mais là. Ça, peut-être c'est pas un plan séquence, mais quand même on passe à travers la fenêtre sans coupe. Si, ça sans couper. C'est vrai que avant, en train de parler de la question d'avant, mais en train de parler aussi de ce que tu me dis. Quand j'ai dit que dans Que Dios nos perdone el Reino, j'étais un cinéaste plus jeune évidemment, qui voulait faire un grand film. Ouais. C'est vrai qu'il y a, vous savez, je crois, presque tous, que quand tu dis on a fait un plan séquence, il y a quelque chose de tout est très important. Non, il y a comme normalement, il te donne des plus étoiles dans ton casillère de cinéaste. Okay? Donc, c'est vrai que beaucoup de fois, un cinéaste, je crois qu'il y a en partie, 1% ou 10%, ça dépend, qu'il y a quelque chose érolâtre de le faire. Non? Je peux le faire et je le veux faire. Et ça, c'est une des choses que je voulais dire qu'avant, peut-être, je peccava, péché de ça. Péché no es pescar. Non, pas pescar. Non. Okay. Au sens chrétien. Ok. Mais, si je veux me défendre un peu de ça, par exemple, en Que Dios nos perdone, dans les 5 que tu as dit, il pourrait être un plan séquence, mais je ne voulais pas. Je voulais faire ce plan parce que, je ne sais pas, il y a eu quelque chose d'intensité, je ne veux pas couper, parce que comme ça, le spectateur, il croit vraiment que cette personne, il tombe et il se fait du mal, que je crois que si tu coupes, la sensation c'est menor, c'est moins fort. Donc,
si je veux me défendre ça, de mon propre attaque. C'est un plan poursuite, en fait. C'est un plan poursuite, plus que séquence. Peut-être qu'il y a des questions. Oui, enfin, nous, on en aurait plein encore, mais je pense que c'est intéressant que vous puissiez poser des questions à Rodrigo aussi. Bonsoir. Merci beaucoup pour ce beau dialogue. Par rapport à votre projet de série sur la guerre civile refusé par Movistar, j'ai bien pris note, j'imagine qu'on aurait des choses comparables en France aussi, avec des grands groupes de production qui refusent, enfin qui appartiennent à certaines personnes et qui refuseraient de financer selon quel projet. Mais si le scénario est déjà très, très écrit et très abouti, est-ce qu'il est possible de le proposer à quelqu'un d'autre? Et est-ce que cette série va peut-être voir le jour chez un concurrent? Si, c'est possible. En fait, on est en train de faire ça. On est en train de chercher de financement. Je crois qu'on trouvera. On va voir. Mais je suis positif et optimiste avec ça. Mais je ne peux pas te dire qui, évidemment. Tant mieux, c'est une bonne nouvelle. Si, on est optimiste. On va voir. Mais jamais tu peux savoir. Mais... Merci, bonsoir. La question vient d'être posée, mais je voulais savoir pourquoi vous ne vous orientez pas vers des plateformes numériques pour financer vos films qui ont une censure en Espagne. Je n'ai pas compris. Ah, numérique, c'est quoi? Ah. Pourquoi je me finance des plateformes? Vale. Mais on a fait une série Antidisturbios et c'était une plateforme. Donc c'est la plateforme qui nous a financé. C'est pas la seule, il y a plus. Bon, parce que ça n'a pas arrivé. Ils m'ont offert quelques séries, mais je ne voulais pas. J'ai offert quelques séries à moi et c'est ils qui ne voulaient pas. Bon, c'est difficile. C'est plus difficile que ce qu'ils ressemblent. Non, jamais je me souviens de ça peut-être. Vous avez dit que... Vous avez dit au Goya que si beaucoup de gens vous considèrent comme un grand réalisateur, c'est en grande partie grâce à votre directeur de la photographie, Alex De Pablo. Est-ce que vous pourriez vous parler de comment vous travaillez avec lui? Et si, ça c'est une autre question très complexe et très... On a fait déjà ensemble 6 projets, 5 films et une série. Et je crois que... Il n'a pas changé, mais il a évolutionné beaucoup parce que vraiment, au début, on était très, très nerveux tous les deux, avec beaucoup de pression. Et maintenant, je crois que vraiment, on ne parle pas. Il y a une chose de parler avant un peu de film, et il fait son travail et moi, je fais le mien. Et je crois que surtout, et ça, c'est les choses que ça arrive avec tous les membres, avec Isabelle, avec les acteurs, comme je dis avant, mais aussi avec les DOP. Et on parle. Et il écoute, il veut m'écouter tout le temps parce que c'est moi qui dois le dire. Je veux ça, en train de cette ambiance, ce type de lumière, cette intensité, je veux provoquer cette émotion à le spectateur, l'histoire qu'on veut raconter. Aussi, on parle beaucoup des scénarios, évidemment, qu'est-ce qu'on veut raconter. Il me raconte beaucoup ce qu'il a pensé, ce qu'il a senti avec le scénario. Moi, je me nutre, évidemment, de ça aussi. Mais au début, le film, c'est seulement parler. Mais c'est vrai que quand on commence le film, moi, je m'appuie beaucoup en lui. Il adore que je m'appuie aussi dans lui parce qu'il se sent très participé. Et comme chaque fois, je veux faire des choses un petit peu difficiles chaque fois, je le dis, je veux faire ça. Comment le fait, Alex? Dis-moi. On peut le faire ça, mais non, je veux ça. Et c'est tout le temps, c'est une espèce de lutte très
pas violent, évidemment, une lutte que l'autre, il veut le donner à l'autre la meilleure partie de lui. Mais on a une relation géniale et on se enrichement chacun de l'autre. Peut-être juste pour rebondir sur la question de monsieur, on a parlé du directeur de la photographie et d'Isabel Peña, mais c'est vrai que tu t'entoures aussi de techniciens ou de comédiens qui reviennent assez fréquemment. Je pense à Luis Saela, par exemple, Antonio Latorre, mais aussi à Olivier Arson, par exemple, pour la musique. Je ne sais pas si c'est peut-être plus difficile d'imposer toute cette équipe pour une série que pour un film. Enfin, c'est important pour toi, dans ta façon de faire du cinéma, d'être entouré par une sorte de famille, comme ça, artistique et technique. Et au-delà aussi, j'avais envie de te demander, est-ce que tu te sens appartenir à une famille de cinéastes espagnols, alors qui relèvent du genre noir ou pas, ou est-ce que tu sens comme ça un sentiment de solidarité peut-être avec certains cinéastes de ta génération? Et la première question, oui, pour moi c'est très important, ça se voit. Moi je voudrais travailler tout le temps, pas tout le temps, mais je suis plus commode évidemment avec ma famille et avec mes collaborateurs habituels. Je trouve très 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 positif ça, parce que la communication c'est très important dans un projet comme ça. Et si tu es ma collaborateur, ça veut dire qu'on se communique bien. Et si on se communique bien, on perd très peu de temps dans la communication, parce qu'on doit perdre le temps dans notre ou invertir le temps dans autre chose. Si quelqu'un il vient nouveau, que ça arrive évidemment, on ne se connaît pas. Donc ça peut arriver qu'il marche très bien, ou c'est vrai que ça peut arriver qu'il ne marche pas très bien. Donc, comme en fait, en plus, ils sont très, très, très amis à moi tous. Donc, pour moi, c'est créer un climat génial pour le travail. Non? On peut rigoler, mais travailler en même temps. Et surtout, on sait comprendre. Et une chose très, très, très importante pour moi, et que ça n'arrive pas, ou c'est très difficile qu'arrive avec quelqu'un nouveau dans un projet, c'est qu'on se dit la vérité. Si à moi, Alex de Pablo, il me dit « cette plan, c'est une merde », je sais qu'il pense vraiment. Et ce n'est pas une chose d'ego. Ou si quelqu'un il me dit « cette plan, c'est incroyable », je sais vraiment qu'il pense ça. Ça, c'est très valioso, c'est très, très, très positif. Par contre, si je connais une personne qui vient et que dans 2 mois, on est en train de travailler, en 3 mois, et je lui dis « ça te plaît ?» Il me dit « oui, oui, oui ». Jamais tu peux savoir si c'est pas parce que le monde il est plein de mentirosos, pas pour ça, sinon parce que c'est très difficile vraiment se relationner de cette façon, parce que tu arrives nouveau à un projet et bon, je veux faire mon travail, mais je veux pas le dire à cette personne que peut-être il est en train de faire une merde, tout ça. Donc ça, c'est vraiment que j'ai fait un petit peu la comédie, mais c'est très important ça pour moi. Dicho esto, ça. C'est vrai que normalement, je amarrerai quelquefois travailler avec quelqu'un. O sea, yo envidio, ¿cómo es? Envidiar. Pero envidiar no es tener ganas. Os equivocáis, non? Bon, j'envie, je ne sais pas si vous me comprenez, mais j'envie les personnes qui travaillent avec quelqu'un de nouveau aussi. Parce que je ne suis pas capable. Bon, je suis capable, mais je ne le fais pas. Parce que c'est vrai que tu apprends beaucoup de choses nouvelles, évidemment, si tu travailles tout le temps avec la même personne. La chose géniale, c'est la communication que je te dis, la sincérité, la honnêteté, mais c'est vrai que tu perds des autres mondes. Donc, les réalisateurs que... Non, maintenant, avec cette DOP, avec un autre film, avec un autre DOP, tu apprends beaucoup, tu prouves, tu essayes des techniques, des mondes nouveaux. Ça, c'est vrai que ça, c'est très positif, et je ne l'ai pas, donc, dans quelques fois, peut-être... Et il y a une autre question. Ah, si on est de la même génération. Si je me sens de la même génération, non? Si, aussi, si te sientes cercano a otros cineastas españoles contemporáneos. Si je me sens proche. Chaque fois plus. Au début, non. Au début, non. En fait, je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai pas beaucoup d'amis cinéastes, réalisateurs, pardon. J'ai pas beaucoup.
En fait, Jonas, il est là et on n'est pas amis, nos apreciamos, nos respetamos, mais on n'est pas amis. Donc, quand je me sens ami de quelqu'un, c'est vrai que je peux me sentir d'une génération, mais mes amis, ils sont les DOP, les scénaristes, mais pas les réalisateurs. J'adorerais le faire, hein. Mais la vérité, c'était pas comme ça. Mais aussi, il y a quelque chose, je crois, ¿cómo se dice? El síndrome del impostor, que supongo que tenemos todos, le syndrome de l'imposteur. Quand j'ai commencé à faire du cinéma, évidemment, tu luttes pour faire tes films, non? Tu veux être mais tu dis, qu'est-ce que je fais ici? Comme je peux... comme j'ai arrivé ici, je ne suis pas d'ici, sûr que dans quelques années, je ne suis pas là. Donc ça, je crois que à moi, au moins, il me fait être distanciado de ce groupe de cinéastes. Et dans notre génération, parce qu'on est de la même génération, maintenant, il y a plus directeurs, plus directrices qu'avant, je crois. Parce que Pilar Palomero, par exemple, elle peut être de notre même génération, mais il y a 5 années, Pilar Palomero, elle n'était pas avec nous. Carla Simón, la même chose. Maintenant, on a beaucoup de réalisateurs et de réalisatrices très intéressants, génial, qu'on a tous 38 ou 43, on peut dire qu'on est déjà une génération. Mais avant, je ne me sentais pas comme ça. Bonsoir. Quand vous avez commencé avec Stockholm, il y en a beaucoup qui ont dit que c'était du cinéma low cost, que c'était pas possible de faire du cinéma avec un crowdfunding, pas grand-chose, et que là, maintenant, vous faites 300 000 entrées en France avec Asbestas. Voilà. Est-ce qu'il y a une part de revanche, un peu, ou pas du tout, au contraire, que quand on a envie de faire les choses, si, c'est poilé. Mais revanche contre qui, pardon? Le système. Le système espagnol, oui. Non, pas du tout, revanche, pas du tout. Je me sens très heureuse, je sens que j'ai eu la chance, et j'essaie de la profiter et d'essayer de faire le travail chaque fois mieux. Mais quand si, c'est une sensation bizarre. Regarder ton parcours, c'est une sensation aussi très, quelquefois, vaniteuse, donc je préfère ne le faire pas. Mais c'est vrai que quelquefois tu le fais. Si quelqu'un te fait la question, tu dois le faire. Et chaque fois que je regarde, je souris. C'est génial pouvoir avoir pu faire un film comme Stockholm, ça n'a rien. Dans l'Espagne, il y a beaucoup de films comme ça. Et on a eu la chance d'avoir quelques petits succès, mais très importants succès pour nous, qu'il nous a permis après faire, que Dieu nous pardonne. Donc, seulement je peux sourire. Je ne veux pas me revancher de personne. mais bon, je peux penser ça, qu'il y a eu la chance. Bonjour. Ça fait quelques années maintenant qu'on est bien accro à vos films. Donc j'aimerais bien savoir quel va être le prochain Sorogoyen. Comme avant, on attendait l'Almodovar, maintenant on attend les Sorogoyen. Joder. On ne sait pas. Je suis en train de travailler dans 3 projets de films et la série de la guerre civile. Donc peut-être les prochains Sorogoyen, c'est la guerre civile. Et peut-être c'est un de films que je suis en train d'écrire, de commencer. Donc ça arrivera un petit peu plus tard. Mais un film avec Isabel Peña, où je peux raconter très peu, parce que vraiment on est en train de commencer. Mais les choses uniques, les choses que c'est vrai que je peux raconter, c'est qu'on ne veut pas du tout faire des thrillers, on ne veut pas du tout faire des polars, on fuit totalement de ça. Pas de violence. C'est vrai, on est en train de fuir de la violence. Donc, peut-être je ne retourne pas ici, je ne retourne jamais, personne ne veut me parler, mais je crois que tout le temps on veut jouer à los dados, au dé pour les fracas. Mais on est en train de s'amuser, en train d'écrire une histoire de personnages petites en fait.
Ah, et après, un autre scénario que je suis en train d'écrire avec un autre scénariste, avec beaucoup de violence, avec beaucoup de polar. Non, c'est vrai. Mais si une fracasse, pues, il y a l'autre. Bonsoir. Merci déjà de répondre à toutes nos questions, c'est très intéressant et j'aime beaucoup ce que vous faites. J'avais une question à propos des dialogues dans vos films, notamment dans les 2 derniers films que vous avez réalisés, dans Madre et Asbestas, parce que vous avez choisi de faire des films qui sont franco-espagnols, et donc il y a vraiment ce jeu sur la manière dont les personnages dialoguent ensemble ou refusent de dialoguer ensemble, justement parce qu'ils ne parlent pas la même langue. Et du coup, je voulais savoir un petit peu votre rapport justement au dialogue dans vos films et à propos de la langue de manière générale dans le cinéma. J'ai pas compris la question non plus. Si, je suis d'accord avec tout, mais la question c'est... Quel est votre rapport au dialogue et à la langue dans les films et qu'est-ce que pour vous ça apporte justement aux personnages? Mais avoir pas la même langue. Notamment dans les 2 derniers films. Oui, bon, cet choix aussi de que Madre Ilsa passe à la France et Asbestas, c'est deux personnages français qui viennent à l'Espagne. Ça aussi, c'est l'histoire qui nous a envoyé là-bas. Donc, on le prend et on travaille, non, à partir de là-bas. Mais c'est vrai que il y a des choses très très positives pour moi et pour Isabelle dans ça parce qu'il y a une communication ou la communication c'est plus difficile pour notre personnage. Pour les 2 Français c'est plus difficile donc ils sont pas pour... exactement, mais les 2 personnages c'est plus difficile se communiquer avec tout le monde de son village, donc déjà tu es en train de le mettre un problème, un plus problème qu'ils sont. Il y a un autre, la communication, et en Madre, totalement, beaucoup plus, je crois. C'est un personnage totalement dévasté pour une chose horrible. Et si tu le mis dans un pays que c'est pas le sien, je crois que est en train de parler une langue que c'est pas la sienne. Le sentiment de solitude, c'est énorme. Donc, bon, c'est l'histoire qui te ramène là-bas, mais on trouve des choses intéressantes aussi. C'est la même chose qu'on a dit avant. C'est une chose que tu sens, que tu veux le faire, et après tu dis, ok, ça c'est bien pour ça, ou ça c'est mal. Ah, ok, il marche, et on le prend. Bien? Bon. Bien. Quoi? Alors, ce sera la dernière question. Bonsoir et merci. Et très beau film qu'on a vu, Que Dios nos perdone. Justement, bon, pour revenir à ce film, sur la violence, et une question sur la violence et le pouvoir. Est-ce que pour toi, il y a un pouvoir... Il a allumé le micro, pardon. Excuse-moi, je t'interromps, Gilles. Ah oui, pardon. Mais je t'écoute. D'accord. Oui, non, je disais, bon, pour revenir, bon, je remercie pour le très beau film Que Dios nos perdone. Et justement, je voulais revenir à la violence et le pouvoir. Est-ce que pour toi, il y a un pouvoir dans la société espagnole qui génère le plus de violence? Si tu hiérarchisais, dans ta recherche de comprendre justement la violence dans la société, est-ce qu'il y a un pouvoir qui te semble plus violent et qui génère plus de violence? Et moi, c'est ce que j'ai ressenti dans ce film. Justement, c'est pas la violence la plus visible qui me semble la plus violente, c'est celle justement des non-dits. Voilà. Et je crois que ça me semble très intéressant dans ce film. Ah, de tous les 2. De tous. Lesquels c'est le... Ah, de todas las películas. Quelle violence c'est la pire? Totalement. Je ne sais pas si c'est plus horrible parce que les choses qu'il... Mais c'est vrai que...
Si, évidemment, oui, le film, il veut raconter aussi ça. Je ne sais pas si c'est la société espagnole seulement. Si. C'est clair que il y a un premier, on voit les choses qu'on voit première, c'est ce que tu as dit, non? C'est un violeur, un assassin, tout ça. Mais on voulait raconter aussi le système, les choses horribles qu'il peut faire le pouvoir d'une façon totalement, pas sans vouloir, mais d'une façon très organique, sans être précisément organisé. C'est une chose que c'est systémique, non, totalement. Et aussi, si tu le ajoutes avec la religion aussi, la façon de comprendre la religion dans notre pays, dans notre société, je crois qu'on est en train de parler de ça, et ça crée un climat très violent. C'est un climat totalement violent, et c'est clair qu'on voulait raconter un petit peu ça dans le film, oui. Bien, merci. On va devoir interrompre